L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, chapitre qui s'intitule La dernière nuit. Monsieur Henderson était assis au coin de son feu un soir après dîner, quand il fut surpris de recevoir une visite de Paul. « Par exemple, Paul, qu'est-ce qui vous amène ici » s'écria-t-il. Et puis, en jetant un deuxième œil sur lui, « Qu'avez-vous » ajouta-t-il. « Le docteur est-il malade » Monsieur Henderson, dit l'homme, « il y a quelque chose qui ne va pas. » « Prenez un siège et voici un verre de vin pour vous, » dit le juriste. « Maintenant, prenez votre temps et dites-moi clairement ce que vous voulez. »« Vous savez les façons du docteur, monsieur, » répondit Paul. « Et comment il s'enferme ? Eh bien, il est encore enfermé dans le cabinet. Et ça ne me plaît pas, monsieur. Je veux bien mourir si ça me plaît. Monsieur Henderson, j'ai peur. »« Mais bon, » dit le juriste, « soyez explicite, de quoi avez-vous peur ?»« J'ai peur depuis environ une semaine, » repartit Paul, en passant obstinément outre la question, et je n'en peux plus. L'apparence de l'homme confirmait amplement ses paroles. Sa manière s'était altérée et, excepté le moment où il avait d'abord annoncé sa terreur, il n'avait pas regardé une fois le juriste en face. Même maintenant, il était assis avec le verre de vin intact sur le genou et les yeux dirigés vers un coin du plancher. « Je n'en peux plus, » répéta-t-il. « Allons, dit le juriste, je vois que vous avez quelques bonnes raisons, Paul. Je vois qu'il y a quelque chose qui va sérieusement mal. Essayez de me raconter ce que c'est. »« Je crois qu'il y a eu un guet-apens, » dit Paul, rauquement. « Un guet-apens » s'écria le juriste, effrayé, un bon coup et assez enclin à être irrité en conséquence. « Quel guet-apens ? Qu'entendait donc cet homme ? » « Je n'ose pas dire, monsieur, fut la réponse. Mais voulez-vous venir avec moi et voir par vous-même ? La seule réponse de M. Henderson fut de se lever et d'attraper son chapeau et son par-dessus, mais il observa avec étonnement la grandeur du soulagement qui apparut sur le visage du maître d'hôtel, et avec non moins peut-être que le vin était toujours intact quand il le déposa pour suivre. C'était une sauvage, froide nuit de mars, de saison, avec une pâle lune couchée sur le dos comme si le vent l'eût culbuté, et une fuyante nue de la plus diaphane et lineuse texture. Le vent rendait la conversation difficile et faisait des mouchetures de sang au visage. Il semblait avoir balayé les rues inhabituellement dénudées de passagers. En outre, car M. Henderson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres si déserte, il eût pu le souhaiter autrement. Jamais de sa vie, il n'avait eu conscience d'un désir si vif de voir et toucher ses semblables. Car il avait beau lutter, il naissait sur son esprit l'écrasante expectative d'une calamité. La place, lorsqu'ils arrivèrent, était toute pleine de vent et poussière, et les arbres, grêles du jardin, se cinglaient le long des grilles. Paul, qui avait gardé tout le chemin un pas ou deux d'avance, s'arrêta maintenant, au milieu du trottoir, et en dépit du temps mordant, retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Mais malgré la précipitation de sa venue, ce n'était pas les rosées de l'effort qui l'essuyait, mais la moiteur de quelque angoisse qui l'étranglait, car son visage était pâle et sa voix, quand il parla, âpre et cassée. « Eh bien, monsieur, dit-il, nous y sommes, et fasse Dieu qu'il n'y ait rien de mauvais. »« Amen, Paul, dit le juriste. » Là-dessus, le domestique frappa d'une manière très circonspecte. La porte fut ouverte à la chaîne et une voix demanda de l'intérieur. « Est-ce vous, Paul ?»« Tout va bien, dit Paul, ouvrez la porte. » Le vestibule, lorsqu'ils y pénétrèrent, était brillamment éclairé. Le feu était fourni et autour du feu, l'ensemble des domestiques, hommes et femmes, se tenaient serrés les uns contre les autres, comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Henderson, la femme de chambre se répandit en gênements hystériques, et la cuisinière, s'écriant « Dieu soit loué, c'est M. Henderson !» courut en avant comme pour le prendre dans ses bras. « Quoi ? Quoi ? Êtes-vous tous ici ?» dit le juriste maussadement, très irrégulier, très inconvenant. Votre maître serait loin d'être satisfait. « Ils ont tous peur, dit Paul. Un silence blanc s'ensuivit, personne ne protestant. Seule la bonne éleva la voix et pleura maintenant bruyamment. « Taisez-vous !» lui dit Paul, avec une férocité d'accent qui témoignait de ses propres nerfs détraqués. Et en vérité, quand la fille avait si soudainement élevé la note de sa lamentation, ils avaient tous sursauté et s'étaient tournés vers la porte intérieure avec des visages de terrible expectation. « Et maintenant, continua le maître d'hôtel, en s'adressant au marmiton, passe-moi une chandelle, et nous prendrons aussitôt ceci en main. » Et puis il pria M. Henderson de le suivre. Il ouvrit la route vers le jardin de derrière. « Maintenant, monsieur, dit-il, vous venez aussi doucement que vous pouvez. Je veux que vous entendiez
et je ne veux pas qu'on vous entende. Et tenez, monsieur, si par hasard il devait vous demander d'entrer, n'y allez pas. » Les nerfs de M. Henderson, à cette terminaison inattendue, donnèrent une secousse qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Mais il rappela son courage et suivit le maître d'hôtel dans le bâtiment du laboratoire et à travers l'amphithéâtre chirurgical, avec son rébus de cagettes et de bouteilles, jusqu'au pied de l'escalier. Ici, Paul lui fit signe de se tenir de côté et d'écouter, tandis que lui-même, déposant la chandelle, en faisait un grand et évident appel à sa résolution, monta les marches et frappa d'une main, quelque peu incertaine, sur le serge rouge de la porte du cabinet. « Monsieur Henderson, monsieur, demanda à vous voir, appela-t-il. Et alors même qu'il faisait ainsi, signala une fois de plus violemment au juriste de prêter l'oreille. Une voix répondit de l'intérieur. « Dites-lui que je ne puis voir personne, dit-elle plaintivement. « Merci, monsieur, dit Paul, avec une note de quelque chose comme un triomphe dans la voix, et reprenant sa chandelle, il reconduit M. Henderson à travers la cour et jusqu'à la grande cuisine, où le feu était éteint et les scarabées sautaient sur le plancher. « Monsieur, dit-il, en regardant M. Henderson dans les yeux, était-ce la voix de mon maître ?»« Elle semble bien changée, répondit le juriste, très pâle, mais rendant regard pour regard. « Changée ? Eh bien oui, je pense, dit le maître d'hôtel. Ai-je été 20 ans dans la maison de cet homme pour me tromper sur sa voix ? Non, monsieur. Le maître a été supprimé. Il a été supprimé il y a 8 jours, quand nous l'avons entendu s'écrier du nom de Dieu. Et qui est là à sa place ? Et pourquoi ça y reste ? Est une chose qui crie au ciel, monsieur Henderson. Voici un conte très étrange, Paul. Voici un conte plutôt extravagant, mon ami, dit monsieur Henderson, en se mordant le doigt. Supposons qu'il en soit comme vous supposez, à supposer que le docteur Jekyll ait été, assassiné. Qu'est-ce qui pourrait induire l'assassin à rester ? Ça ne tient pas debout. Cela ne se recommande pas à la raison. Eh bien, monsieur Henderson, vous êtes un homme dur à satisfaire, mais je le ferai cependant, dit Paul. Toute cette dernière semaine, il faut que vous sachiez, lui ou ça, ou quoi que ce soit, qui habite ce cabinet, a pleuré nuit et jour après quelque sorte de médicament. Il n'a pas pu l'avoir à son idée, c'était quelquefois sa façon, celle du maître, c'est-à-dire d'écrire ses ordres sur une feuille de papier et la lancer sur l'escalier. Nous n'avons eu rien d'autre cette semaine dernière. Rien que des papiers et une porte close, et jusqu'au repas laissé ici pour être entré en fraude quand personne ne regardait. Eh bien, monsieur, chaque jour, oui, et 2 et 3 fois dans la même journée, il y a eu des commandes et réclamations, et j'ai été envoyé voler chez tous les pharmaciens en gros de la ville. Chaque fois que je ramenais la chose, il avait un autre papier me disant de la ramener, parce qu'elle n'était pas pure, et une autre commande, à une maison différente. On a besoin de cette drogue amèrement mal, monsieur, pour quoi que ce soit. « Avez-vous de ces papiers ?» demanda Henderson. Paul fouilla dans sa poche et tendit un billet froissé, que le juriste, en se penchant plus près de la chandelle, examina soigneusement. Son contenu était ainsi conçu. Le docteur Jekyll présente ses compliments à monsieur et madame Mauve. Il leur assure que leur dernier échantillon est impur et tout à fait inutile pour son présent dessein. En l'année 1800, le docteur Jekyll en achètera une assez grande quantité chez monsieur et madame M. Il les prie maintenant de chercher avec le soin le plus religieux et d'utile, en restant de la même qualité, de la lui faire suivre aussitôt. La dépense n'entre pas en considération. L'importance de ceci pour le docteur Jekyll serait être difficilement exagérée. Jusque-là, la lettre avait été conçue assez posément. Mais ici, avec un soudain crachotement de la plume, l'émotion de l'auteur s'était donné libre cours. Pour l'amour de Dieu, avait-il ajouté, trouvez-moi un peu de l'ancienne. Voici un étrange billet, dit M. Henderson. Et puis vivement, comment se fait-il que vous l'ayez ouvert ? L'homme de chez Mave était rudement en colère, monsieur, et il me l'a jeté comme de la saleté, repartit Paul. Ceci est indiscutable la main du docteur. Savez-vous, reprit le juriste. Je me disais que ça y ressemblait, dit le domestique, plutôt boudeur. Et puis d'une autre voix, mais qu'importe l'écriture, dit-il, je l'ai vu. Vu ? Répéta Henderson. Eh bien, voilà, dit Paul, c'était comme ça. J'entrai soudain dans l'amphithéâtre en venant du jardin. Il semble qu'il s'était glissé dehors pour chercher cette drogue, ou quoi que ce soit, car la porte du cabinet était ouverte. Et il était là, à l'autre bout de la pièce, fouissant parmi les cagettes. Il leva les yeux quand j'entrai, poussa une espèce de cri et fila en haut, dans le cabinet. Ce n'est que pendant 1 minute que je le vis,
mais les cheveux se dressèrent sur ma tête comme des piquants. Monsieur, si c'était mon maître, pourquoi avait-il un masque sur la figure? Si c'était mon maître, pourquoi a-t-il crié comme un rat et m'a-t-il fui? Je l'ai servi assez longtemps, et puis l'homme s'arrêta et se passa la main sur la figure. Toutes ces circonstances sont très étranges, dit M. Henderson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Paul, est de toute évidence saisi d'une de ces maladies qui, à la fois, torturent et défigurent la victime, d'où, pour autant que je sache, l'altercation de sa voix, d'où le masque et son évitement de ses amis, d'où son impatience à trouver cette drogue, au moyen de laquelle la pauvre âme retient quelques espoirs d'ultime guérison. Fasse Dieu qu'il ne soit pas déçu. Voilà mon explication. Elle est assez triste, Paul, oui, et épouvantable à considérer, mais elle est simple et naturelle, se tient bien et nous délivre de toute alarme exorbitante. Monsieur, dit le maître d'hôtel en tournant à une sorte de pâleur marbrée, cette chose n'était pas mon maître. Et voilà la vérité, mon maître. Ici il regarda autour de lui et se mit à chuchoter. Est une grande, belle façon d'homme, et celui-ci tenait davantage d'un nain. Henderson tenta de protester. « Oh, monsieur, s'écria Paul, pensez-vous que je ne connaisse pas mon maître après 20 ans? Pensez-vous que je ne sache pas où arrive sa tête dans la porte du cabinet où je l'ai vu chaque matin de ma vie? Non, monsieur, cette chose dans le masque n'a jamais été le docteur Jekyll. Dieu sait ce que c'était, mais ça n'a jamais été le docteur Jekyll, et c'est la conviction de mon cœur qu'il y a eu meurtre. » Paul, répondit le juriste, si vous dites cela, il deviendra mon devoir de m'en assurer. Si fort que je désire ménager les sentiments de votre maître, si fort que ce soit tracassé par ce billet qui semble prouver toujours en vie, je considérerais mon devoir d'enfoncer cette porte. « Ah, monsieur Henderson, c'est parler, s'écria le maître d'hôtel. Et maintenant, vient la deuxième question, reprit Henderson. Qui va le faire? Mais vous et moi, monsieur, fut l'intrépide réponse. C'est très bien dit, répartit le juriste, et quoi qu'il advienne, je ferai mon affaire de veiller à ce que vous ne soyez pas perdant. Il y a une hache dans l'amphithéâtre, continua Paul, et vous pourriez prendre le tisonnier de la cuisine pour vous-même. Le juriste prit cet instrument, grossier mais pesant dans sa main, et l'équilibra. Savez-vous, Paul, dit-il, en levant les yeux, que vous et moi allons nous placer dans une position de quelque péril. Vous pouvez le dire, monsieur, en effet, repartit le maître d'hôtel. Il est bon alors d'être franc, dit l'autre. Nous pensons tous deux, plus que nous n'en avons dit, nettoyons notre cœur, cette forme masquée que vous avez vue, l'avez-vous reconnue? Eh bien, monsieur, ça s'est passé si vite, et la créature était si courbée en deux, que je saurais difficilement en jurer, fut la réponse. Mais si vous voulez dire, était-ce monsieur Hyde? Eh bien oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, c'était à peu près de la même grosseur, et ça avait la même façon vive, légère avec elle. Et puis qui d'autre aurait pu entrer par la porte du laboratoire? Vous n'avez pas oublié, monsieur, qu'à l'époque de l'assassinat, il avait encore la clé sur lui. Mais ça n'est pas tout. Je ne sais pas, monsieur Henderson, si jamais vous avez rencontré ce monsieur Hyde. Oui, dit le juriste, j'ai parlé avec lui une fois. Alors, vous devez savoir aussi bien que nous autres qu'il y avait quelque chose chez ce monsieur. Quelque chose qui donnait un coup. Je ne sais pas bien comment le dire, monsieur, en dehors de ceci, que vous sentiez dans la moelle comme froid et fluide. J'avoue que j'ai ressenti quelque chose de ce que vous décrivez, dit Henderson. Tout à fait, monsieur, repartit Paul. Eh bien, quand cette chose, masquée comme un singe, sauta d'entre les produits chimiques et fila dans le cabinet, il m'est descendu par l'échine, comme de la glace. Oh, je sais que ce n'est pas une preuve, monsieur Henderson, j'ai assez de connaissances, livresques pour ça. Mais on a ses impressions, et je vous donne ma parole biblique que c'était monsieur Hyde. Oui, oui, dit le juriste. Mes craintes inclinent au même point. Du mal, je le crains fondé, du mal était sûr d'arriver de cette relation. Mais oui, vraiment, je vous crois. Je crois que le pauvre Jekyll a été tué, et je crois que son assassin, dans quel but Dieu seul saurait le dire, est toujours tapi dans la chambre de sa victime. Eh bien, que notre nom soit Vengeance, appelé Bradshaw. Le valet vint à la semence, tréblant et nerveux. Remettez-vous, Bradshaw, dit le juriste. Cette attente, je le sais, porte sur vous tous. Mais c'est maintenant notre intention d'y mettre un terme. Paul, ici, et moi, allons pénétrer de force dans le cabinet. Si tout est bien, mes épaules sont assez larges pour porter le blâme. Cependant, de crainte que quelque chose n'aille réellement mal, ou que quelque malfaiteur ne cherche à échapper par derrière, vous et le garçon devez tourner le coin avec une paire de bons bâtons,
et prendre votre poste à la porte du laboratoire. Nous vous donnons 10 minutes pour rejoindre vos places. » Comme Bradshaw les quittait, le juriste regarda sa montre. « Et maintenant, Paul, rejoignons les nôtres, dit-il. » Et prenant le tisonnier sous le bras, il ouvrit la route dans la cour. Le diablotin s'était amoncelé devant la lune, et il faisait maintenant tout à fait noir. Le vent, qui ne pénétrait que par bouffées et tirages dans ce puits profond du bâtiment, ballottait la lumière de la chandelle dans tous les sens autour de leurs pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'abri de l'amphithéâtre, où ils s'assirent silencieusement pour attendre. Londres bourdonnait solennellement tout autour, mais plus proche, le silence n'était rompu que par le son d'une foulée se transportant çà et là sur le plancher du cabinet. « Ça marchera ainsi toute la journée, monsieur, chuchota Paul. Oui, et la majeure partie de la nuit. Seulement, quand un échantillon nouveau arrive du pharmacien, il y eut un bout d'interruption. Ah, c'est une mauvaise conscience qui est une telle ennemie du repos. Ah, monsieur, il y a du sang ignoblement versé dans chacun de ses pas. Mais écoutez encore, un peu plus près, mettez votre cœur dans vos oreilles, monsieur Henderson, et dites-moi, est-ce le pied du docteur ?» Les pas retombaient légèrement et bizarrement, avec un certain balancement. Malgré qu'il allait si lentement, c'était différent en vérité de la lourde démarche craquante d'Henry Jekyll. Henderson soupira. « N'a-t-il jamais rien d'autre ?» demanda-t-il. Paul hocha la tête. « Une fois, dit-il, une fois, je l'ai entendu pleurer. »« Pleurer ? Comment cela ?» dit le juriste, conscient d'un soudain frisson d'horreur. « Pleurer comme une femme ou une âme en peine, dit le maître d'hôtel. Je me suis éloigné avec ça sur le cœur, que j'en aurais pleuré aussi. » Mais maintenant, les 10 minutes tiraient à leur fin. Paul déterra la hache de sous une meule de paille d'emballage. La chandelle fut posée sur la plus proche table pour les éclairer lors de l'attaque, et ils se rapprochèrent en retenant leur souffle de là où ce patient pied allait toujours le long en large, de long en large dans le calme de la nuit. « Jekyll !» s'écria Henderson d'une voix forte. « Je demande à vous voir. » Il s'arrêta un instant, mais il ne vint aucune réponse. « Je vous donne un avertissement loyal. Nos soupçons sont éveillés, et je dois vous voir et vous verrez, reprit-il. Sinon, par des moyens honnêtes, alors par des déshonnêtes. Sinon, de votre consentement, alors par la force brute. » Henderson dit la voix. « Pour l'amour de Dieu, ayez pitié. » Ah, ce n'était pas la voix de Jekyll, c'est celle de Hyde, s'écria Henderson. « Abattez la porte, Paul. » Paul balança la hache par-dessus son épaule. Le coup ébranla le bâtiment, et la porte à la serge rouge sauta contre la serrure et les gongs. Un lamentable hurlement comme de pure terreur animale retentit du cabinet. La hache se leva encore et encore, les panneaux se fracassèrent, et le cadre bondit. 4 fois le coup tomba. Mais le bois était dur et les installations étaient d'excellente manufacture, et ce ne fut qu'après le 5e que la serrure se rompit en deux et les débris de la porte tombèrent à l'intérieur sur le tapis. Les assiégeants, épouvantés par leur propre émeute et le silence qui avait succédé, restèrent un peu en retrait et scrutèrent à l'intérieur. Là s'étendait le cabinet devant leurs yeux, dans la paisible lumière de la lampe. Un bon feu luisait et bavardant dans le foyer, la bouilloire chantant son accent grêle, un tiroir ou deux ouvert, des papiers présentés avec ordre sur la table de travail, et plus près du feu, le nécessaire disposé pour le thé. La pièce la plus paisible, eût-on dit, et sans les armoires vitrées pleines de produits chimiques, la plus banale ce soir-là, dans Londres. Au beau milieu gisait le corps d'un homme, douloureusement contorsionné, et palpitant encore. Ils s'approchèrent sur la pointe des pieds, le tournèrent sur le dos et découvrirent la face d'Edward Hyde. Il était habillé de vêtements beaucoup trop grands pour lui, de vêtements de la grosseur du docteur, les cordes de son visage remuaient encore avec un semblant de vie, mais la vie s'en était tout à fait allée, et par la fiole écrasée dans la main et la forte odeur d'amande suspendue dans l'air, Henderson sut qu'il regardait le corps d'un homme qui s'était détruit. « Nous sommes arrivés trop tard, dit-il sévèrement, soit pour sauver ou punir. Hyde est allé rendre son compte, et il ne nous reste qu'à trouver le corps de votre maître. » La plus grande proportion de loin du bâtiment était occupée par l'amphithéâtre, qui remplissait presque tout le rez-de-chaussée, et était éclairé d'en haut par le cabinet qui formait un étage supérieur à une extrémité et donnait sur la cour. Un corridor reliait l'amphithéâtre à la porte de la ruelle, et avec celui-ci le cabinet communiquait séparément par une seconde volée d'escalier. Il y avait en outre quelques placards obscurs et une cave spacieuse. Il
examinèrent maintenant tout ceci à fond. Chaque placard n'avait besoin que d'un coup d'œil, car tout était vide et tous, par la poussière qui tombait de leurs portes, étaient restés depuis longtemps sans ouvrir. La cave, en vérité, était remplie d'un rébus décrépit, datant surtout des temps du chirurgien, qui était le prédécesseur de Jekyll. Mais alors même qu'ils ouvraient la porte, ils furent avertis de l'inutilité de recherches plus poussées, par la chute d'un parfait tapis de toile d'araignée qui avait scellé depuis des années l'entrée. Nulle part il n'y avait la trace d'Henry Jekyll, mort ou vif. Paul tapa du pied sur les dalles du corridor. « Il doit être enterré ici, dit-il, en prêtant l'oreille au son. »« Où il peut avoir fui, dit Henderson. » Et il se tourna pour examiner la porte de la ruelle. Elle était verrouillée, et gisant tout près, sur les dalles, ils trouvèrent la clé déjà tachée de rouille. « Celle-ci ne paraît pas servir, observa le juriste. »« Servir, dit Paul en écho. Ne voyez-vous pas, monsieur, elle est cassée, à peu près comme si un homme l'avait tapée du pied. »« Ah, continua Anderson, et les fractures aussi sont rouillées. » Les deux hommes s'entre-regardèrent avec effroi. « Ceci me dépasse, Paul, dit le juriste. Revenons au cabinet. » Ils montèrent l'escalier en silence, et avec encore un occasionnel regard frappé d'effroi au corps mort, se mirent en devoir d'examiner plus à fond le contenu du cabinet. À une table, il y avait des traces de travail chimique, divers tas mesurés de quelques sels blancs étant disposés sur des soucoupes de verre, comme pour une expérience dans laquelle le malheur avait été prévenu. « C'est la même drogue que je lui ramenais toujours, dit Paul. » Et alors même qu'il parlait, la bouilloire, avec un bruit saisissant, déborda. Ceci les amena à la cheminée où la bergère était douillettement tirée, et le nécessaire à thé se trouvait près au coude de l'occupant. Le sucre même dans la tasse, il y avait plusieurs livres sur une étagère. L'un gisait ouvert près du nécessaire, et Henderson fut stupéfait de le trouver un exemplaire d'une œuvre pieuse pour laquelle Jekyll avait plusieurs fois exprimé une grande estime. À noter de sa propre main de saisissants blasphèmes. Ensuite, au cours de leur revue de la chambre, les chercheurs arrivèrent à la psyché, dans les profondeurs de laquelle ils regardèrent avec une involontaire horreur. Mais elle était tournée de façon à ne leur montrer que la lueur rosée jouant au plafond. Le feu étincelant, en 100 répétitions le long de la façade vitrée des armoires, et leur propre physionomie pâle et effrayée, penchée pour regarder dedans. « Cette glace a vu d'étranges choses, monsieur, chuchota Paul, et sûrement aucune de plus étrange qu'elle-même, dit le juriste en écho sur le même ton. Car que faisait Jekyll? Il se rattrapa à ce mot avec un sursaut. Et puis, vainquant la faiblesse, qu'est-ce que Jekyll pouvait vouloir en faire, dit-il. Vous pouvez le dire, dit Paul. Ensuite, ils se tournèrent vers la table de travail. Sur le pupitre, parmi l'étalage, ordonné des papiers, une grande enveloppe tenait le dessus et portait de la main du docteur le nom de M. Henderson. Le juriste la décacheta, et plusieurs incluses tombèrent sur le plancher. La première était un testament dressé dans les mêmes termes excentriques que celui qu'il avait rendu 6 mois auparavant, pour servir de dernière volonté en cas de mort et d'acte de donation en cas de disparition. Mais en place du nom d'Edward Hyde, le juriste, avec une indescriptible stupéfaction, lut le nom de Gabriel John Henderson. Il regarda Paul, et puis à nouveau les papiers, et en tout dernier, le malfaiteur mort étendu sur le tapis. « La tête me tourne, dit-il. Il a été tous ses jours en possession, il n'avait aucune raison de m'aimer. Il a dû enrager de se voir remplacé, et il n'a pas détruit ce document. » Il attrapa le papier suivant, c'était une brève note de la main du docteur et datée en haut. « Oh, Paul, s'écria le juriste, il était vivant et ici aujourd'hui. On ne peut pas s'en être défait dans un si court espace, il doit être encore vivant. Il doit avoir fui. Et alors pourquoi fuir et comment? Et dans ce cas, pouvons-nous nous risquer à déclarer ce suicide? Oh, nous devons être prudents, je prévois que nous pouvons encore impliquer votre maître dans quelques affreuses catastrophes. »« Pourquoi ne la lisez-vous pas, monsieur ?» demanda Paul. « Parce que je crains, répondit solennellement le juriste. Fasse Dieu, je n'en ai pas de cause. » Et avec cela, il porta le papier à ses yeux et lut ce qui suit. « Mon cher Henderson, quand ceci tombera entre vos mains, j'aurai disparu, dans des circonstances que je n'ai pas la pénétration de prévoir. Mais mes instincts, de toutes les circonstances de ma situation sans nom, me disent que la fin est sûre et doit être prochaine. Allez donc, et lisez d'abord le récit de Lanyon, m'avertit qu'il devait placer entre vos mains.
et si vous vous souciez d'en entendre davantage, reportez-vous à la confession de votre indigne et malheureux ami, Henry Jekyll. » « Il y avait une troisième incluse ?» demanda Henderson. « Ici, monsieur, dit Paul, avant de lui remettre en main un paquet considérable cacheté en plusieurs endroits. Le juriste le mit dans sa poche. « Je ne parlerai pas de ce papier si votre maître a fui ou s'il est mort. Nous pouvons du moins sauver son crédit. Il est maintenant 10 heures, je dois rentrer chez moi et lire ces documents en paix. Mais je serai de retour avant minuit, quand nous enverrons chercher la police. » Ils sortirent en verrouillant la porte de l'amphithéâtre derrière eux, et Henderson laissant une fois de plus les domestiques rassemblés autour du feu dans le vestibule, se traînant de nouveau à son cabinet pour lire les deux récits dans lesquels ce mystère devait maintenant s'expliquer. Fin du chapitre.